Forte préparation du côté de la RDC en perspective de la COP 26. Le Congo veut y aller avec beaucoup de fierté et se présente comme l'alternative aux problèmes climatiques. Remise et reprise ce vendredi à la Commission électorale nationale et indépendante entre Denis Kadima et Corneille Nangaa. Le processus irréversible enclenché depuis la semaine dernière est donc arrivé à terme sans accroche malgré les critiques de l'opposition. Et déplacements de population signalés à Butembo, c'est plus de 1300 personnes qui fuient les affres de la guerre perpétrée par le rebelle ADF. Les déplacés n'ont pour l'heure aucun abri. C'est début du week-end, très heureux de vous retrouver pour la présentation de ce journal. À la une de l'actualité, participation de la RDC à la COP 26. La RDC y va en tant que pays solution. L'annonce a été faite par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde au cours de la cérémonie de présentation du casting de la participation de la RDC à cet événement mondial sur le climat. Prévu du 1er au 12 novembre, la COP 26 constitue une opportunité pour la RDC. Le décor a été planté pour la circonstance. Entre le majestueux fleuve Congo et la verdure du jardin des Prémiers à la primature, Sama-Lukonde procède à la présentation du casting de la participation de la RDC à la COP26 comme pays solution. Au cours de ce rassemblement sur le climat, le président de la République va appuyer son discours sur les énormes potentialités naturelles dont la RDC est dotée pour contenir les effets du réchauffement climatique à l'échelle internationale. Et pour parler de la République démocratique du Congo, située au cœur de l'Afrique, avec une superficie de 2 345 444 km² et un massif forestier, comme vous l'avez suivi, d'environ 155,5 millions d'hectares, soit 10% des forêts tropicales de la planète, et plus de 60% des forêts du bassin du Congo. Sama-Lukonde brosse de manière succincte les attentes de la RDC pour sauvegarder ce riche patrimoine et garantir à sa population le droit de jouir de toutes ses potentialités environnementales. La République démocratique du Congo devra bénéficier de l'accompagnement du monde entier pour sauvegarder ce riche patrimoine et garantir à sa population le droit de jouir de toutes ses potentialités environnementales, notamment par l'accès au fonds climat. La République démocratique du Congo milite donc pour une compensation équitable. Ceci est justifié par des sacrifices et abnégations que les Congolais et Congolaises sont en train de consentir pour la préservation et la gestion durable de ces ressources naturelles, revêtues dorénavant d'un intérêt planétaire. La COP26 s'ouvre ce dimanche à Glasgow dans une ambiance incertaine et sur fond des prévisions très alarmantes sur le réchauffement. Les engagements des grands pays émetteurs de gaz à effet de serre sont loin de suffire pour limiter la hausse de la température à 1,5 degré. Et les deux personnes s'affichent très souvent souriant ensemble. Corneille Nangaa a passé enfin le flambeau ce vendredi à Denis Kadima après sa prestation de serment le mardi dernier. Le nouveau président de la CENI a sur sa table plusieurs contentieux électoraux et des scrutins jamais organisés, mais il devra s'attaquer dans le vif à l'élection des gouverneurs dont la date s'approche à grands pas. Prévue initialement pour ce 3 décembre, l'élection des gouverneurs se tiendra certainement au mois de janvier à la suite d'une demande de report du gouvernement central. Et 1370 familles déplacées sont actuellement recensées dans la ville de Butembo. Ce chiffre a été communiqué ce jeudi à Radio Okapi par le comité des personnes déplacées internes se trouvant dans la ville. Ces déplacés sont généralement venus des différentes entités du territoire de Béni en proie à l'activisme des rebelles de l'ADF. Pour l'heure, aucun site d'accueil n'est apprêté pour héberger les déplacés dans la ville.
Et ouf de soulagement pour les habitants des communes urbano-rurales de Maluku et Nsele dans l'est de la capitale Kinshasa. 20 000 ménages auront bientôt de l'eau potable. L'annonce a été faite lors de la descente qu'a effectuée dans cette partie du pays François Roubota, ministre d'État en charge du développement rural. Ce projet rentre dans le cadre du programme du gouvernement qui veut mettre fin à la souffrance de la population dans le secteur d'eau. C'est environ 20 000 ménages des communes urbano-rurales de Maluku et Nsele qui devront, dans le tout prochain jour, bénéficier des dessertes en eau potable. Ce message livré lors de sa dernière descente dans ce coin de la capitale a suscité de l'espoir au sein de la population. D'après le ministre d'État François Roubota Masumbuko, le gouvernement est déterminé à offrir de l'eau potable à toute la population sur l'ensemble du territoire national. Je suis dans le cadre de ma mission de supervision, de suivi. Mais je voudrais vous dire que depuis de longues années, le pays a été mis à terre. Il n'y a pas d'eau à plusieurs endroits, il n'y a pas de route de dessert agricole. Alors au niveau de mon ministère du développement rural, nous essayons de rencontrer tous les besoins sociaux exprimés par la population, je dirais, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette descente, qui intervient après celle de Lukunga dans la commune d'Ngalema le week-end dernier, s'inscrit dans le cadre du vaste projet du ministère d'État en charge du développement durable, celui d'offrir de l'eau potable à toute la population vivant dans les quartiers urbano-ruraux de la capitale de Kinshasa. Et le réseau international du comité pour l'abolition des dettes illégales est en séminaire de 3 jours à Kinshasa du 28 au 30 octobre prochain. Le KDTM va aborder les différents thèmes liés au fonctionnement de leur structure dans le continent. Plusieurs délégations venues de différents pays africains sont présentes à ces assises plutôt. Parmi les thèmes qui ont marqué la première journée, l'analyse comparative de la dette souveraine et provinciale de la RDC était au cœur du débat. Ici, le représentant de la Direction générale de la dette publique a voulu éclairer l'opinion sur la question. Comment tirer les leçons d'ajustement structurel? Quelle voie pour la RDC? Quel bilan sur les différentes dettes contractées avec le partenaire en matière d'exploitation de ressources naturelles? Une matière qui n'a pas laissé indifférent le participant. Nous sommes là pour le réseau Afrique aujourd'hui, pour essayer un peu de discuter et surtout renforcer les capacités des Congolais, échanger avec les Congolais sur cette question de la dette et les différents enjeux et défis autour de la dette. D'une matière à l'autre, la dette, un rouage clé du système capitaliste. Comment la dette et l'austérité affectent les populations du Nord et Sud? Quelle alternative? C'était la thématique abordée par Rémi Villain du KDTM de Belgique. Concernant la relance du mouvement altermondialiste au Nord et au Sud, quel défi à relever? Comment agir sur le plan politique? Claude Kemar du KDTM Maroc a donné toutes les précisions. Nous on vient pour faire des réflexions, mais aussi pour dégager des alternatives. Nous, en tant que réseau à l'échelle internationale, on réclame l'annulation de la dette. Pas seulement nous, mais un ensemble de présidents, un ensemble de responsables, des réseaux, des ONG, tous réclament l'annulation de la dette pour subvenir aux besoins de Covid. Rappelons ici que ce séminaire se déroulera pendant 3 jours. Et à l'issue de ces travaux, les réseaux comptent présenter sa nouvelle version de la charte internationale du comité pour abolition des dettes illégitimes dans tous les pays du continent africain. Et dans l'actualité également, le monde célèbre ce 29 octobre la journée mondiale contre l'accident vasculaire cérébral. Cette maladie qui affecte généralement les personnes âgées est liée par un arrêt brusque de sang à l'intérieur d'une artère principale. Le thème retenu est agir vite pour le cerveau. La journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral AVC a pour but de sensibiliser le grand public sur la prise en charge immédiate des victimes de leurs premiers symptômes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'hypertension artérielle est le premier facteur de risque pour les attaques cérébrales. La pression trop élevée exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux sanguins provoque et endommage leur rupture.
Il faut noter que l'AVC n'est pas une fatalité à laquelle on doit se résigner. Il y a le combat des équipes médicales et professionnelles qui sauvent de vies, les efforts des chercheurs, cliniciens et scientifiques qui reculent sans limite pour approfondir leurs connaissances. Les maladies cérébrovasculaires constituent la 3e cause de décès dans le monde. Nous pouvons noter le tabagisme, une mauvaise alimentation, le manque d'exercice physique. Ces mauvaises habitudes de vie peuvent entraîner des troubles sérieux, notamment la tension artérielle trop élevée, un taux trop élevé de glucose sanguin, mais aussi un taux trop élevé des lipides sanguins. Ces troubles constituent les principaux facteurs de risque de l'AVC. Les symptômes les plus fréquents d'un AVC est un relâchement soudain accompagné d'une faiblesse musculaire ou paralysie du visage, d'un bras ou d'une jambe, le plus souvent d'un seul côté. Les effets d'un AVC dépendent de la partie du cerveau atteinte et de l'ampleur de la lésion cérébrale. Un AVC peut toucher une partie du corps, mais il peut aussi paralyser complètement un côté ou entraîner une mort subite dans le cas les plus graves. En vivant sainement, on peut dès le jeune âge éviter que ce facteur de risque ne s'installe et finisse par occasionner un AVC. Pour cela, il est essentiel de retenir les recommandations suivantes. Arrêtez de fumer, faites de l'exercice physique au moins pendant une demi-heure par jour, mangez au moins 5 portions de fruits et légumes par jour et limitez la consommation de sel à moins d'une cuillère à café par jour. Et les membres du rassemblement de démocrates tshisekédistes ont envahi les rues de la ville de Mbuji-Mayi ce vendredi pour apporter leur soutien à la candidature de Eric Ngalula Ilunga, l'un des cadres de l'UDPS en course pour le poste de gouverneur au Kasaï oriental. Ils dénoncent par la même occasion la dictature que certains tentent d'imposer dans leur rassemblement. C'est un soutien de taille que vient d'obtenir Eric Ngalula Ilunga, l'un des candidats de l'Union pour la démocratie et le progrès social en course pour le gouvernorat du Kasaï oriental. Les membres du rassemblement des démocrates tshisekédistes ont envahi les grandes artères de la ville de Mbuji-Mayi ce vendredi avant midi pour faire passer leur message. Nous, coordonnateurs du RDT pour la ville de Mbuji-Mayi, ainsi que tous les 5 territoires du Kasaï oriental, souhaitons voir à la tête de notre province un nouveau gouverneur issu de l'UDPS et un nouveau vice-gouverneur du RDT. Nous, RDT, alliés de l'UDPS, soutenons la candidature de l'honorable Eric Ngalula Ilunga. Nous refusons la dictature au sein de notre rassemblement des démocrates tshisekédistes. Et nous soutenons aussi le sénateur Ogi Ilunga, Sivouila, pour tout le travail qu'il a abattu pour l'implantation du RDT au Kasaï oriental. Nous saluons également la détermination de nos 5 députés provinciaux. Et le sénateur Ogi Ilunga, justement, en sa qualité d'initiateur du RDT, tente sur terrain de rassembler les troupes pour éviter tout malentendu. L'élection des nouveaux gouverneurs au Kasaï oriental, c'est dans quelques jours. Et en Afrique, l'étau se resserre autour du Soudan après le coup d'État militaire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a exigé dans une déclaration laborieusement discutée, mais finalement unanime, le rétablissement d'un gouvernement de transition dirigé par des civils, exprimant ainsi sa vive préoccupation face à la prise de pouvoir militaire. Pour manifester contre le coup d'État militaire, des milliers de personnes ont prévu une grande manifestation ce samedi 30 octobre à Khartoum. Et en technologie, la maison mère de Facebook change de nom. Elle s'appelle désormais Meta afin de se différencier de son produit principal. En l'occurrence, c'est son patron Mark Zuckerberg qui a fait l'annonce hier jeudi. Mais Meta alimente déjà pas mal de fantasmes quant au nouvel investissement de l'entreprise qui porte sur la réalité virtuelle. C'est simplement un changement de nom d'entreprise. Le groupe Facebook s'appellera désormais Meta, une nouvelle appellation qui a pour première intention d'annoncer la nouvelle préoccupation de l'entreprise, qui est celle de construire un univers en ligne où les interactions sont bien plus réelles d'apparence grâce à une nouvelle technologie de réalité virtuelle. Le métavers, c'est le nouveau concept aux allures métaphysiques dans lequel Facebook veut nous plonger.
Des personnes seront présentées sous forme des avatars dans des espaces virtuels connectés grâce à des lunettes électroniques. En termes d'image, le groupe Facebook veut aussi se séparer de son plus grand réseau social Facebook afin de bien mener ce nouveau pari. Rien ne change donc du côté des réseaux sociaux, les différentes technologies gardent les mêmes noms. Le métavers est la nouvelle priorité de l'entreprise dans laquelle elle a annoncé investir massivement. Tout a été dévoilé par Mark Zuckerberg en direct lors d'une conférence virtuelle depuis Californie. L'ancien logo, le pouce bleu, laisse désormais la place à un logo représentant l'infini. Ce changement de nom est interprété comme une manœuvre de distraction par les critiques du groupe californien empêtré dans les scandales aux USA, des scandales ravivés par des révélations des lanceurs d'alerte. Et en sport, cette fois pour terminer, deuxième victoire pour le boxeur congolais Nathan Lunata Nkosi Voda, 57 kilos, hier jeudi à la 21e édition du championnat du monde de boxe amateur qui se déroule à Belgrade en Serbie. Il a éliminé en 16e de finale le Kenyan Martin Alouche au point 5-0. À l'issue de ce combat, il s'est dit fier de remporter cette première étape et espère aller jusqu'en finale de sa catégorie. Il a été très décisif dans ce combat. Nathan Lunata Nkosi a battu au point les Kenyans Martin Alouche lors de cette 4e journée de Grand Messe mondial du noble art. Nathan va assurer dès le premier round en mettant en doute son adversaire avant de lui opposer une résistance farouche au deuxième round. À la fin de ce deuxième round, le staff technique va lui donner quelques tactiques pour maîtriser les Kenyans qui semblaient se réveiller. La cloche sonne pour la reprise du troisième et dernier round. Martin Alouche, le boxeur kenyan, va intensifier les rapprochements avec Nathan en lui administrant des coups précis. Malheureusement, il tombera dans le piège du Congolais qui va réussir à les cogner en face jusqu'à la fin du combat. Après concertation du jury, au bout des 2 minutes, Nathan Lunata Nkosi, l'un des poulains de Kinzumba Boxing Club, qui a comme fondateur le colonel Carl Lewis, sera déclaré vainqueur au point de ses 16e de finale entre Africains. L'autre boxeur congolais qui sera sur le ring ce samedi 30 octobre, c'est Jerry Kabangu dans la catégorie des 54 kilos. Il sera face au vainqueur du combat qui mettra aux prises ce vendredi le Français Benama Bilial au Colombien Palacios Oliveros. Place au rappel des titres à présent. Forte préparation du côté de la RDC en perspective de la COP 26. Le Congo veut y aller avec beaucoup de fierté, se présente comme l'alternative aux problèmes climatiques. Remise et reprise ce vendredi à la Commission électorale nationale et indépendante entre Denis Kadima et Corneille Nangaa. Le processus irréversible enclenché depuis la semaine dernière est donc arrivé à terme sans accroche malgré les critiques de l'opposition. Et déplacement de population signalé à Butembo, dans le nord Kivu. C'est plus de 1300 personnes qui fuient les affres de la guerre perpétrée par les rebelles ADF. Les déplacés n'ont pour l'heure aucun abri. Restez avec nous pour la suite de l'actualité. Et voilà, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, place à la revue de presse. Et c'est avec Jenny Kayembe qui fait son entrée de l'autre côté du studio. Jenny Kayembe, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan Kouba-Bouandi, bonjour à tous. Et commençons par ce sujet, processus électoral. Nangaa passe la main à Denis Kadima. Effectivement, la page Nangaa est tournée. La CENI a maintenant un nouveau président, c'est Denis Kadima, dont la candidature a été largement contestée par les parties prenantes au processus électoral. À ces sujets, Actualité.cd rapporte que l'équipe sortante et celle entrante de la Commission électorale nationale indépendante ont effectué la remise et reprise cet après-midi au siège de la centrale électorale. Cérémonie organisée sans les 3 membres de l'opposition qui devraient normalement occuper les postes de deuxième vice-président.
questure et un membre de la plénière, parce que jusque-là, l'opposition continue de dénoncer la politisation de la Commission électorale nationale indépendante. Les PPRD de Joseph Kabila et Lamouka de Martin Fayoulou avaient déjà annoncé qu'ils n'enverront pas leurs délégués à la CENI, complète topcongofm.cd, et l'équipe dirigée par Corneille Nangaa était en place depuis 2015 et a fini son mandat de 4 ans depuis juin 2020. Et autre sujet, crise politique en RDC, Lisanga Bonganga dénonce ce qui serait dans le viseur de la justice. Tout à fait, c'est ce qu'il a fait savoir hier au cours d'une déclaration politique. Cet ancien ministre de Relations avec le Parlement, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, cité par 7sur7.cd, confirme d'être victime d'un acharnement politique du fait d'avoir réclamé dans ses arrière-déclarations politiques la démission du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la suppression de la taxe RAM. Opposant de longue date, Lisanga Bonganga a toujours dénoncé l'instrumentalisation de la justice congolaise. Zadinews.net, lui, revient sur sa dernière sortie médiatique datée du 24 septembre dernier, à laquelle il dénonçait l'instrumentalisation de la justice dans l'objectif de réduire l'opposition au silence. À haute voix, l'ex-ministre fustige ce qu'il qualifie ainsi des montages judiciaires visant à les faire taire. Et pour terminer, les médias et sites parus ce matin se sont aussi intéressés à la disparition de Sindika Dokolo. Oui, c'est vendredi. Cet homme d'affaires congolais totalise 1 an depuis qu'il a quitté la terre des hommes. Certaines personnes parlent d'une disparition tragique des Sindika Dokolo. Ce dernier avait trouvé la mort à l'âge de 48 ans, rappelle alternance.cd. La mort l'avait surpris pendant qu'il était en train de pratiquer une forme de plongée sous-marine basée sur l'interruption volontaire de la ventilation, précisément à Dubaï. Cet homme d'affaires avait un faible pour les œuvres d'art africains dont il était un grand collectionneur. Sindika Dokolo était le mari de la fille de l'ancien président angolais Isabel dos Santos, complète les sites. Dans les dernières années, sa vie, il a donné sa vie à l'affaire politique congolaise et a lancé un mouvement citoyen dénommé les Congolais debout. Fils d'Augustin Dokolo, l'homme d'affaires zaïrois, célèbre pour avoir créé la première banque privée du pays. Ses avoirs et ceux de son épouse avaient été gelés provisoirement depuis 30 décembre 2019 par les tribunaux de Luanda à la suite des graves accusations d'achat frauduleux et des actions notamment de l'opérateur téléphonique de la société pétrolière portugaise. Merci Jenny Kayemé pour cette présentation. Merci à vous autant. Merci à vous tous également de votre fidélité. Vous pouvez voir et revoir ce journal sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.